Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Dans cet épisode, je souhaitais vous parler du guet à la mer, communément appelé Sea-Watch. Il s'agit d'une pratique qui consiste à observer les oiseaux en mer, la plupart du temps depuis la côte. J'avais quelques questions en tête en préparant cet épisode. Quels sont les oiseaux que l'on peut voir en mer ? Comment fait-on pour les observer ? Y a-t-il des périodes qui sont plus propices que d'autres pour le Sea-Watch ? C'est de cela dont on va parler aujourd'hui dans l'Allule. Je vous emmène donc au Cap Grinet, situé dans le département du Pas-de-Calais, l'un des points du littoral français les plus proches de l'Angleterre, à un peu plus de 30 km. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Pierre-Louis Gamelin, un ornithologue habitué du lieu, membre et salarié du groupe ornithologique et naturaliste. Pour enregistrer cet épisode, nous étions à quelques dizaines de mètres des vagues et nous pouvions voir en mer plusieurs espèces d'oiseaux. Des sternes, des bernaches, des fous de bassin ou encore des plongeons. J'espère donc que vous apprécierez cet épisode autant que j'ai aimé le réaliser. Salut Pierre-Louis. Salut Léo. Avant qu'on commence cette interview qu'on fait au Cap Grinet, est-ce que tu pourrais juste te présenter ? Moi c'est Pierre-Louis, du coup j'ai 25 ans. J'ai toujours habité ici sur la côte d'Opale et du coup maintenant moi je suis passionné par les oiseaux, j'en fais même mon métier. Je suis chargé d'études au groupe ornithologique et naturaliste. Et là aujourd'hui je suis pas là dans le cadre de mon métier, enfin du moins pas encore, mais je suis là en tant que bénévole et du coup en tant que Sea-Watcher. Et alors juste avant qu'on passe au Sea-Watch, qu'est-ce que le GON dont tu as parlé brièvement ? Du coup, le GON, ça veut dire le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. C'est une association historique de la région, justement, qui date à peu près des années 50-60. Et du coup, c'est une association qui a but vraiment de préservation de la biodiversité. Le credo, un peu, c'est connaître pour après protéger. Donc, c'est vraiment une association d'expertise où il y a beaucoup de bénévoles très actifs qui vont faire des inventaires tout autour de la biodiversité, vraiment sur tout groupe faunistique, que ce soit des oiseaux, des insectes, vraiment de tout. Et après, ça va aller vers de la concertation et de l'appui auprès des services de l'État pour mettre des choses en faveur de la protection de l'environnement. Voilà, donc c'est vraiment connaître pour après protéger, quoi. Donc là, tu l'as dit, on fait du Sea-Watch. C'est quoi exactement comme pratique ornithologique ? Alors le Sea-Watch, si on décompose le mot, évidemment ça vient de l'anglais, ça veut dire, donc Sea-Watching, ça veut dire regarder la mer ou guet à la mer. Donc on va regarder la mer en fait dans un but bien précis d'observer les mouvements d'oiseaux et la migration des oiseaux, en tout cas ici pour le Cap Grinet. Donc c'est vraiment visé sur les oiseaux marins. Donc voilà, ici c'est vraiment en fait un site où on va compter les oiseaux migrateurs à la fois au printemps et à l'automne. Juste pour décrire un peu, étant donné qu'il n'y a pas de visuel, là on est face à la mer avec des longues vues. Donc en fait c'est une pratique qui se pratique nécessairement avec une longue vue ou tu peux aussi à la jumelle Alors à la jumelle on peut venir, mais ça va vite être limitant, hein, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'oiseaux. Après ça dépend des journées, mais généralement ça passe très loin. Enfin loin à très loin, et du coup c'est vrai que la longue vue c'est nécessaire ça devient vite nécessaire pour observer. Après avec une paire de jumelles, moi au début je l'ai déjà fait, mais on devient vite frustré des fois d'entendre les autres ornithos annoncer des oiseaux qui passent loin, et nous à la jumelle on va voir un petit point se balader, et c'est vrai que c'est vite frustrant, quoi. Et là, le Cap Grinet, en quoi est-ce que c'est un si bon spot de Sea-Watch que ça ? En fait, c'est parce que l'Angleterre est si proche, ça fait un petit canal, un corridor ? En fait, exactement. Il y a plusieurs flux flux d'oiseaux qui vont converger autour du Grinet. Alors déjà, il y a un flux vraiment côtier qui va suivre le littoral depuis la Hollande ou plus haut. Et du coup, déjà, on va voir ce flux côtier qui va passer du coup devant le Grinet. Et aussi, il y a, on va dire, le deuxième facteur majeur qui fait que c'est si intéressant en termes de migration ici, c'est que justement, avec l'Angleterre qui est en face,
On est sur le détroit du Nord-Pas-de-Calais, donc il n'y a qu'une trentaine de kilomètres qui va séparer le Griné de l'Angleterre. On est au point le plus rétréci. Et du coup, ça fait en réalité un peu comme un entonnoir avec la mer du Nord, entre l'Angleterre d'un côté et vraiment, du coup, j'ai envie de dire l'Europe continentale de l'autre côté. Et les oiseaux vont passer, en tout cas pour les oiseaux marins pélagiques, vont passer vraiment à l'endroit le plus rétréci pour aller vers le sud. Et du coup, c'est vrai que le Griné est l'endroit le mieux placé en termes de quantité, du moins, pour voir les oiseaux, quoi. Et alors, juste avant qu'on continue, tu as dit le terme pélagique. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer ce que c'est? Alors, le terme pélagique, ça veut dire en fait, les oiseaux pélagiques, c'est les oiseaux de haute mer. Donc, c'est vraiment les oiseaux qui vont quasiment jamais se poser ils vont jamais se poser sur le sol, en fait, hormis pour nicher, quoi. C'est vraiment la famille, ce qu'on appelle souvent les Procellaridae, donc c'est les fulmars, les albatros, les puffins. Il y a aussi il y a une autre famille, la famille des labes. Voilà. Après, il y a des espèces plus connues comme le fou-de-bassan, le pingouin torda. Voilà, c'est vraiment les oiseaux qu'on va voir qu'en mer, quoi. Et parce que là, dans ce qu'on voit, est-ce que c'est uniquement des oiseaux migrateurs ou tu vas avoir des oiseaux, des locaux? Alors, il y a un peu de tout, hein. Avec la migration, il y a des oiseaux qui vont être en halte migratoire. Là, par exemple, là on peut voir, il y a un petit groupe de macreuses là qui est en stationnement devant. Du coup, ça dépend aussi des journées, mais généralement, là, ici, c'est vraiment des oiseaux qui vont passer, hein. Il y a très peu d'oiseaux qui vont vraiment s'arrêter. On n'est pas vraiment sur une zone une grosse zone de halte migratoire. Les grosses zones de halte vont être souvent aux alentours d'estuaires, hein, au niveau du golfe de Gascogne, etc. Là où il y a des grosses réserves naturelles, il va y avoir beaucoup d'oiseaux. En tout cas, là, je parle pour les anatidés limicoles qu'on va voir. Après, pour les oiseaux marins pélagiques, généralement, ils vont plus... après, ça dépend beaucoup des espèces, mais ils vont vraiment être généralement plus en Atlantique. Et du coup, c'est souvent ici un point de passage. Après, il y a toujours des zones de nourrissage qu'on peut observer ici. Donc, il y a un petit peu de tout. Ça dépend aussi de la période de l'année. Mais là, par exemple, comme en ce moment, généralement, c'est vraiment la période migratoire. Les oiseaux, ils sont vraiment en migration. Ils vont s'arrêter des fois quelques heures, quelques jours au maximum. Mais généralement, ils vont aller plus au sud. On est en train de tourner cet épisode, il est fin octobre, début novembre. Et du coup, les oiseaux là suivent un axe nord-sud. C'est ça, exactement. Tu as l'axe inverse au printemps où tu les vois remonter. Oui, complètement, ouais. Justement, c'est aussi la chance. J'aime bien parler du printemps souvent parce que les ornithologues connaissent vraiment, même pas que, hein, les gens connaissent beaucoup la migration d'automne. Mais la migration de printemps est très intéressante et surtout au Cap Griné, hein, je connais beaucoup d'ornithologues qui viennent ici quasiment qu'à l'automne parce que bon, c'est vrai, il y a plus d'oiseaux pélagiques qu'au printemps, mais le printemps est aussi très très intéressant et souvent négligé, je trouve. C'est vraiment la chance. Il n'y a pas beaucoup de spots, ce qu'on appelle les spots de suivi de migration. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça où on peut voir la migration dans les deux sens, en fait. Après, en termes de comptage, vous comparez les flux nord-sud et sud-nord ou... C'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes espèces, en fait. On peut pas comparer le printemps et l'automne. C'est vraiment deux saisons totalement différentes. Les oiseaux au printemps vont passer vraiment pour les oiseaux pélagiques du moins, ils vont rentrer vraiment beaucoup plus de l'autre côté de la Grande-Bretagne, en fait. Et ils vont pas du tout rentrer entre la Bretagne et l'Angleterre pour remonter la Manche, en fait. Faut voir un entonnoir inversé comparé à l'automne. Les oiseaux, quand ils descendent de la Norvège, ils ont vite fait de rentrer en mer du Nord, qui est quand même plus large. Et c'est assez difficile à expliquer sans carte. Mais au final, les oiseaux, pour les pélagiques, rentrent moins facilement dans la Manche au printemps. Mais par contre, on a plein d'anatidés, de limicoles. On a quand même aussi, mine de rien, quelques labes et beaucoup de sternes, tout ça. Et c'est une ambiance différente, mais c'est très intéressant aussi. Alors juste, je quitte ma liste de questions rapido parce qu'il y a un plongeon en mer. Ah. Vers midi, il est posé, on dirait peut-être un catamaran, je suis pas sûr. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à la voir vu que c'est
très agitée la mer, difficile de retrouver les oiseaux posés. Ah, je crois que je l'ai vu vite fait. Faut que je le revoie un coup. Ouais, là on le voit Ouais, rapidement. je l'ai vu vite fait, ouais, c'est un catamaran. Ok, et ça du coup le catamaran, parce que du coup il y a trois types de plongeons, tu m'avais dit qu'ils peuvent être ici, enfin 3-4. Oui, c'est ça, éventuellement une quatrième. Du coup, il y a le plongeon catamaran, le plongeon arctique, le plongeon à brun et éventuellement le plongeon à bec blanc, le plus rare. Le plongeon catamaran est clairement le plongeon le plus courant. On le reconnaît bien, c'est le plus petit des 4 plongeons du coup. On le reconnaît bien, après ça dépend parce qu'il a aussi son plumage nuptial et internuptial. Mais le internuptial, il est vraiment plus clair, surtout sur le dessous, sur la gorge, comparé à l'arctique. L'arctique, après c'est assez subtil à discuter comme ça sans vraiment mettre une image. Mais l'arctique, il va avoir une petite joue blanche un peu en dessous de l'œil. Et après, avec le noir qui redescend bien au niveau du cou, le noir du dessus de la tête qui va redescendre bien au niveau du cou. Et aussi, le plongeon arctique, lui, va avoir une structure, une silhouette qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante, un cou qui est très, très fort, très épais. Il paraît très droit aussi, comparé au catamaran où il va être très courbé au niveau du cou, avec le cou qui retombe fort en avant. Et aussi, un des critères qui est souvent intéressant, c'est le catamaran qui fait souvent son hochement de tête, très caractéristique aussi. Et ça, le hochement de tête, c'est en vol ou quand il est posé C'est en vol justement. Okay. Là, je parlais de tous ces critères, okay, je l'ai parlé en vol du coup. On va vraiment voir son hochement de tête, il va relever la tête comme ça régulièrement. C'est aussi un bon critère, même si les autres peuvent éventuellement le faire, très rarement. Ça reste quand même un bon indice. Voilà, du coup, pour les plongeons, l'un brun, lui, est beaucoup plus massif encore. On voit aussi le net collier au niveau du cou. Voilà, plein de petites subtilités pour différencier les plongeons. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de pratique à tout ça, hein, évidemment. Quand on n'en voit pas souvent, c'est sûr que c'est plus difficile. Parce que tu me disais, toi, ça fait bientôt 10 ans que tu fais du Sea-Watch. Oui, du coup, ça va faire pas loin de 10 ans maintenant que je fais régulièrement du Sea-Watch, voire même très régulièrement ces 3-4 dernières années. Et alors après, j'avais juste une autre question, c'est qu'est-ce qui va avoir une incidence sur le Sea-Watch? Est-ce que ça va être la lune, le vent, en flux migratoire? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu vas voir des oiseaux ou que tu ne vas pas en voir? Si tu veux, je t'arrête là. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai un petit groupe de bernaches cravants là qui est en train de passer. J'ai pas de repère. Il y a une petite dizaine, je dirais. Là, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il y a 7, 8. Ah oui, ok, ouais. Là, on voit, donc là, on est vent de sud-ouest. Là, on voit, elles ont du mal à avancer. Le vent de face, du coup, elles sont vraiment plaquées au sol. Elles essayent de s'abriter un peu avec les vagues. Donc ouais, justement, pour revenir à ta question, justement, en fait, il y a plein de facteurs qui vont influencer la migration. À la fois entre l'automne et le printemps, du coup, c'est totalement différent. Je vais parler du coup là d'abord de maintenant, à l'automne. Tout d'abord, les vents sont très très importants, notamment pour les oiseaux pélagiques. Les oiseaux marins vont avoir besoin de vents porteurs. Souvent, ce qu'on dit, c'est les meilleurs vents, c'est vents de ouest, nord-ouest. Mais il ne faut pas que regarder le vent local. Il faut vraiment regarder Ah, il y a un faucon qui nous passe au-dessus, ça va être le cresserelle du coin. Ah ouais, il y en a un deuxième là, il passe sur la mer. Ah non, lui c'est peut-être... Ouais, c'est un épervier. Là, c'est un épervier là, qui passe devant. Là. Et l'autre, ça devait être le cresserelle qui n'a pas apprécié de voir un épervier qui passe sur son secteur. Du coup oui, les vents de nord-ouest, on dit souvent c'est les meilleurs. Hein. Généralement, c'est là où on a les plus grosses journées de migration. Un vent de nord-ouest assez fort, hein, faut à 4-5 Beaufort minimum, donc ça fait un équivalent d'au moins 30-40 km/h de vent en moyenne, pour vraiment dire de rabattre les oiseaux vers la côte. Donc le vent de nord qui va pousser les oiseaux vers le sud et l'ouest qu'il y a dans le vent va rabattre les oiseaux un peu vers la côte. Après, ça dépend, en ce moment aussi, on est en bonne période pour les canards, donc là le vent de nord-est va être très intéressant. Vent de nord-est qui lui sera un peu moins intéressant pour les pélagiques car il va les emmener plus au large. Et après ça dépend, le vent de sud lui peut être plus intéressant pour les passereaux comme la famille des fringiles, les pinsons, tout ça qui aiment bien voler vent de face. Aussi vent de sud, les spatules aiment bien voler par vent de face. Ah, là on a 3 limicoles là qui passent, 3 tournepierres à collier.
Du coup, après, par contre, pour venir au printemps, du coup, au printemps, les vents très intéressants, ça va être alors assez contradictoire parce que c'est pas du tout des vents porteurs. C'est le vent de nord-est en fait. Vraiment, le meilleur vent, c'est le vent de nord-est au printemps. Parce qu'en fait, souvent je l'explique parce que là, à l'automne, les oiseaux ont le temps de descendre. Ils sont pressés par presque rien, j'ai envie de dire, sauf si jamais il y a du froid qui se met en place. Ça aussi, du coup, c'est un facteur qui va faire déclencher la migration. Et du coup, là, au printemps, c'est l'inverse. Ils sont vraiment, c'est un peu une course à celui qui va arriver en premier sur son lieu de reproduction, sur son territoire, pour éviter qu'il se le fasse piquer par quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, c'est la période, peu importe les conditions météorologiques, les oiseaux vont remonter. Et du coup, si jamais il y a du vent de sud-ouest, les oiseaux vont avoir le vent dans le dos et ça dépend pour lesquels. Mais des oiseaux comme les limicoles, on va pas du tout les voir parce qu'ils peuvent voler très très haut en altitude. Et du coup, on va pas observer de migration, ou du moins très peu, par vent de sud-ouest. Hormis des fois, on se rend compte qu'il y a quelques espèces mine de rien qui aiment bien, ou du moins on va percevoir la migration ici au Cap-Griné, comme la macreuse, la bernache, cravant, qui va aimer le vent de sud-ouest. Mais par contre, le vent de nord-est va permettre de plaquer les oiseaux au niveau du sol. Et en même temps, le vent d'est qu'il y a dans le vent va permettre de rabattre les oiseaux vers la côte en fait. Il faut se dire que les oiseaux, ils tracent tout droit au printemps, ils vont remonter sur leur lieu de reproduction. Et là, le vent de nord-est va permettre aux oiseaux de vraiment longer le littoral. Ça va les contraindre à longer le littoral pour leur migration. Donc en fait, au final aussi, la migration, c'est aussi comment on va la percevoir. C'est pas parce qu'une année, on n'a pas vu beaucoup d'oiseaux qu'il y a plus d'oiseaux. C'est surtout que c'est les conditions météorologiques qui vont faire que. Donc c'est vraiment sur des dizaines d'années qu'on va se rendre compte justement des variations d'une année sur l'autre. C'est vraiment sur des échelles de 10 ans qu'on peut se rendre compte justement de l'évolution des oiseaux. En fait, le suivi de la migration, il se fait via des comptages. Oui, c'est ça. Tu fais régulièrement le même observateur sur le même lieu. Exactement, on est plusieurs. Dès qu'on vient ici, on va compter tous les oiseaux qui vont passer dans le détroit, les mouvements nord-sud. Et du coup, c'est inventorié sur la base de données qui s'appelle Trectelen. C'est une base de données qui maintenant devient même internationale, où tous sites de migration vont être notés sur cette base de données, qui est très intéressante à regarder justement pour vraiment se rendre compte quel oiseau passe à quelle période. C'est vraiment une base de données que je conseille de feuilleter, c'est très intéressant en tout cas. Et juste avant qu'on passe à la dernière question, est-ce qu'on peut juste faire un petit tour d'horizon sur ce que là on peut voir en mer actuellement? Ok, ouais, il n'y a pas de souci. Là par exemple, si je commence à regarder le plus vers le sud, alors là je vois une sterne Kojek là qui est en train d'avancer tout doucement, mais elle aime bien justement, là on voit elle est en train de pêcher. Il y a un peu trop de vent pour elle pour la migration, donc elle vole vent de face justement pour pouvoir bien pêcher. Là on voit il y a du grand cormoran évidemment qui passe très régulièrement. J'ai l'impression que j'ai de nouveau un puffin fuligineux. Ah. Là il est au-dessus de l'horizon. Là, j'ai vu un jeune foot-bassan, je sais pas. Ah, c'est peut-être. Si là, ça. il est dans le ciel. Il est vraiment droit là, devant. Il redescend. Là, il disparaît avec une vague, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Et là, il ressort. Là, il remonte, ouais, c'est ça. C'est un jeune foot-bassan. Du coup, au final, okay. En fait, il a un peu la structure d'un puffin fuligineux. Il est quand même beaucoup plus grand. Ouais, c'est vraiment ça. Il est beaucoup plus massif que le puffin fuligineux. Et le puffin fuligineux serait vraiment plus habile, plus rapide dans ses mouvements. Donc en fait, tu les distingues à la fois à la taille, à l'allure, à la couleur. Tu as plein de facteurs qui rentrent en jeu. Ouais, complètement. Ça dépend en fait, déjà la coloration, ça dépend tellement de la lumière. Là par exemple, on a une lumière qui est très sombre, donc on va voir un peu moins de détails qui ressortent. Alors que si jamais on a une forte lumière, justement ça peut être l'inverse, il y a trop de détails et ça peut donner un effet brillant sur l'oiseau. Et c'est vrai que des fois, on va redécouvrir même l'oiseau un peu en fonction de la lumière. Là, il suffit qu'il y ait une énorme trouée où le soleil tape très fort et on va plus reconnaître, surtout au début, on va plus reconnaître les oiseaux. On va se dire, bah mince, est-ce que je vois bien les oiseaux? Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup se fier à la silhouette. Du coup, il y a aussi énormément d'habitude. Le sea-watching, c'est peut-être une des manières de faire de l'ornithologie presque les plus difficiles au final, parce qu'on va voir des oiseaux très, très loin, dans des conditions aussi qui peuvent être aussi souvent compliquées pour l'observateur. Mais voilà, après, il ne faut pas se décourager, c'est aussi assez fascinant. C'est vraiment en faisant qu'on apprend. Et voilà, quoi, c'est de la pratique. Et justement, pour terminer là-dessus, est-ce que tu pourrais me raconter
ta ou tes plus belles expériences de Sea-Watch depuis que tu as commencé, ce qui t'a le plus marqué? Il y en a pas mal qui viennent en tête. C'est vrai que maintenant j'ai quand même fait pas mal de Sea-Watch. Et je dirais mes plus belles journées, je me souviens très bien d'une journée l'année dernière où c'est souvent quand on est surpris, je trouve. Quand il y a souvent les grosses journées de Nord-Ouest qu'on attend tous, les ornithos. Ça, c'est des journées qui sont très sympas. Notamment les journées avec les bernaches cravants où à la mi-octobre, on a souvent une fois par an où on a le gros rush des bernaches cravants. On va avoir une journée qui va tourner aux alentours des 10 000 individus dans la journée. Et ça, c'est vrai que c'est très très marquant de voir le gros afflux des bernaches, les voir passer par paquets de 300-400, voire jusqu'à 1 millier. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui marque. Après, je me souviens d'une journée comme l'année dernière, c'était assez surprenant. Au niveau du vent, il n'y avait pas vraiment de facteur qui nous faisait dire que ça allait être une bonne journée. Mais par contre, il y avait un gros froid qui s'installait en Hollande, où il y avait déjà à la mi-novembre des températures qui avoisinaient les -8 en Hollande. Et ça, c'est un facteur qui est assez fort pour les oiseaux. C'est que quand on est tôt en saison et qu'il commence à faire froid, les oiseaux vont descendre plus facilement. Et du coup, on a eu une journée où à la fois les oiseaux pélagiques et à la fois les limicoles et les anatidés déboulaient. Et on s'était fait 25 000 oiseaux en 10 heures, quoi. Donc c'était vraiment impressionnant. On avait des groupes de dizaines de plongeons arctiques qui passaient, des groupes de centaines de canards en même temps, des milliers de mouettes pygmées qui passaient en permanence. Et c'est vrai que c'était très surprenant parce que je m'attendais à ce que ce soit bien, mais pas autant, quoi. Ça, c'est souvent la meilleure des surprises, quoi. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas, Pierre-Louis. Merci à toi aussi, plaisir partagé. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lule, un podcast dédié à l'ornithologie. Vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram et je vous incite à vous abonner, à noter le podcast et en parler autour de vous. Merci de faire exister La Lule et à dans 2 semaines.